Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Surnommé le Vert galant, Henri IV, roi de France du 2 août 1589 jusqu'à sa mort en 1610, eut une soixantaine de maîtresses, si l'on tient compte uniquement de celles qui appartenaient à la noblesse. Mais si l'on devait y ajouter toutes les bergères, filles de ferme béarnaises et jolies demoiselles qu'il conquit, jadis on aurait plutôt dit qu'il troussa, dans les foins ou dans les recoins du palais du Louvre, on atteindrait alors des chiffres vertigineux. Lui-même avouait d'ailleurs lucidement trop aimer les dames et les délices de l'amour. Et voilà qu'à 56 ans, un âge auquel à l'époque on est déjà un vieillard, il tombe éperdument amoureux d'une jouvencelle de 14 ans et demi. 41 ans les séparent. Peu importe, il en est fou. Dans cet épisode en 2 parties, je vous raconte comment ce vieux monarque saisi par le démon de midi fut à 2 doigts par amour d'entraîner son royaume dans la plus folle des aventures. Première partie, démon de midi. Tout commence au Louvre le 16 janvier 1609. « Allons, mesdamoiselles, allons, faites vite, Sa Majesté vous attend !» Dans les larges couloirs du palais du Louvre, lieu de résidence de la cour, une petite troupe joyeuse de jeunes filles légères et court vêtues se presse, tentant de se frayer un passage entre musiciens, visiteurs et serviteurs du roi. Elles sont attendues pour la répétition du ballet des nymphes de Diane. La chose est de première importance. Songez que la reine Marie de Médicis en personne prépare l'événement depuis des mois. Ce sera son triomphe. La déesse Diane, ce sera elle, entourée d'une ribambelle de nymphes munies de javelots dorés. Le roi est là, il a bien failli ne pas venir, il est d'humeur maussade, la reine et lui ayant encore eu des mots. Aussi ne prête-t-il guère attention aux danseuses. C'est alors que l'une d'elles, interrompant sa chorégraphie, s'arrête tout net devant lui et de son javelot factice lui porte un léger coup au cœur. Cupidon ne l'eût pas plus sûrement percé de sa flèche, le vieux roi est comme foudroyé. On le sait, Henri IV aimait passionnément les femmes, et les aimant tant, il sema des enfants naturels à tout vent. Certains d'entre eux seront d'ailleurs légitimés et élevés à la cour en même temps que ses 5 enfants officiels. Avec sa première épouse, Marguerite de Valois, entrée dans l'histoire sous le nom de Reine Margot, Henri n'a pas eu d'enfant. Mais quand sa seconde épouse, Marie de Médicis, l'italienne, arrive en France fin 1606, elle est dans un premier temps priée d'accepter auprès d'elle la présence des 3 enfants de la défunte Gabrielle d'Estrées, le petit César de Vendôme, Catherine et Alexandre. Par la suite, la joyeuse troupe, hébergée à la cour des enfants légitimes et naturels d'Henri IV, comprendra donc 3 princes, 2 princesses, les 3 enfants déjà cités de Gabrielle d'Estrées, les 2 enfants d'Henriette d'Entragues et le petit Antoine, comte de Moret, fils d'une certaine Jacqueline Bueil. En tout donc 11 enfants. Les courtisans les appellent le troupeau ou le sérail, une petite bande juvénile et bruyante, issue de 4 mères différentes. Mais ce n'est pas tout. En 1608 et 1609, soit 2 ans avant sa mort, Henri ajoute 2 nouveaux bambins à son palmarès avec la collaboration de Charlotte des Essarts, âgée de 16 ans, ce qui nous fait donc 13 enfants au bas mot. Il est vrai qu'avec l'âge, Henri IV s'intéresse à des femmes de plus en plus jeunes, aux grandes dames de son épouse, Marie de Médicis, qui passe le plus clair de son temps à lui faire des scènes de ménage. On la comprend d'ailleurs, car selon les mots du philosophe des Lumières Pierre Bell, « Jamais homme ne fut plus indigne d'avoir une épouse fidèle. » Si Henri IV n'avait été qu'un vieux barbon, un vieillard amoureux parmi des milliers d'autres, ce béguin tardif aurait pu passer inaperçu ou être rangé au rayon des secrets d'alcôve de l'histoire de France. Seulement voilà,
Henri IV est roi de France. Donc ses caprices, ses toquades ont forcément des conséquences et son ultime coup de foudre pourrait bien en avoir de très graves. Le tout pour une jouvencelle dont il pourrait être le grand-père. Mais qui au juste est cette jeune fille ? Charlotte est la fille cadette du connétable de Montmorency, chef de la plus puissante famille de France. Son grand-père était ce fameux connétable Anne de Montmorency qui fut un ami pour le roi de France, François Ier, et le plus proche conseiller du roi Henri II. Lorsque je dis que c'est une des plus puissantes familles de France, eh bien, il est si puissant qu'il possédait, ce grand-père de Charlotte, 130 châteaux. C'est lui qui a fait construire le merveilleux château d'Écouen qui abrite de nos jours le musée de la Renaissance. Donc Charlotte est née le 11 mai 1594. Elle perd sa mère assez jeune, de sorte qu'elle est élevée par ses tantes comme une jeune fille sage et pieuse. De l'avis de ses contemporains, elle est une beauté miraculeuse, sans équivalent à la cour, une aurore. Ainsi, lorsqu'il la découvre, ce fameux 16 janvier 1609, c'est un vrai choc pour Henri. Ce fut une illumination, un embrasement. Le vieux faune fripé, aux cheveux grisonnants, perclus de rhumatisme, était soudain submergé par une terrible, une folle, une sénile passion au point de manquer de défaillir. Dans un premier temps, Henri, pourtant littéralement subjugué, paraît cependant conscient de ce que la différence d'âge rend toute romance inenvisageable. Son émotion semble lui faire un peu honte, mais le soir même, il est pris d'une violente crise de goutte qui va le clouer au lit pendant 15 jours. La goutte, à l'époque, tous les messieurs d'un certain âge en souffrent. C'est la maladie des nantis, des riches. Elle est liée à une alimentation trop riche en gibier ou en alcool. Trop de viande, trop de vin. C'est une maladie inflammatoire très douloureuse qui cloue au lit ceux qui en souffrent. Le mal commence par le gros orteil et le malade ne supporte même pas la présence d'un drap sur son pied tant la douleur est forte. Or donc, pendant qu'il est cloué au lit par la goutte, Henri IV va avoir tout loisir de repenser à la jeune beauté rencontrée quelques jours auparavant. Et les 2 semaines passées au lit seront bien suffisantes pour balayer tous ses scrupules. Surtout qu'il a la tête et le cœur pleins d'histoires d'amour. Il a lu le best-seller du moment, L'Astrée, dont l'auteur est un certain Honoré d'Urfé. Dans ce livre, il n'est question que de bergers et de bergères, de tendres amours platoniques. Henri IV en berger platonique. Quoi qu'il en soit, il est amoureux à en perdre le sommeil et la santé. Un géronte, du mot grec vieillard, ensorcelé, ou plus trivialement, un quasi-sexagénaire esclave de ses pulsions. Au diable l'âge de la donzelle et le sien, il la lui faut et il l'aura. Mais il y a tout de même comme un léger problème. La jeune Charlotte est déjà fiancée, et fiancée à un certain Bassompierre, un jeune homme qu'Henri IV apprécie beaucoup. Il a d'ailleurs lui-même autorisé le mariage de Bassompierre avec Charlotte, mais à l'époque, il n'avait pas encore rencontré la fiancée. Henri convoque Bassompierre, lui demande de renoncer à Charlotte et lui en propose une autre, assortie d'une jolie pension. Il lui déclare: « Je suis devenu non seulement amoureux, mais furieux et outré de mademoiselle de Montmorency. Si tu l'épouses et qu'elle t'aime, je te haïrai. Si elle m'aimait, tu me haïrais. » Bassompierre s'efface à regret. Quant à Henri IV, dès qu'il est remis sur pied, il retourne aux répétitions du ballet de Diane pour y revoir Charlotte. Il convoque le poète Malherbe pour qu'il lui écrive des vers enflammés qu'il destine à l'élu de son cœur. Et Charlotte dans tout cela, que pense-t-elle de ce vieux monarque amoureux ? Eh bien, aussi inattendu que cela puisse nous paraître, elle partage les sentiments d'Henri. Derrière ce vieux monsieur décrépit, elle voit surtout le grand roi, auréolé de gloire. Qu'importe sa repoussante crasse, son insurmontable odeur, sa chevelure négligée, son profil de casse-noisette. Henri est exalté, galvanisé, il se sent rajeunir à vue d'œil.
Les deux tourtereaux entretiennent une correspondance secrète où ils se donnent de petits noms sucrés agrémentés de double S symbolisant les cœurs embrasés, enflammés et les amours indéfectibles. Elle l'appelle mon tout, mon cher et divin astre, mon cœur, mon chevalier, et lui la nomme ma déesse. Oui, cet amour est partagé. Et dès lors, pour avoir sa dulcinée sous la main à toute heure du jour et de la nuit, le roi se met en tête non seulement de la faire entrer au service de la reine, son épouse, mais de lui faire épouser un mari complaisant qui fera mine de ne rien voir. Il a sous la main un candidat tout trouvé pour ce mariage arrangé, son cousin Henri de Bourbon, prince de Condé, connu pour préférer les hommes. Il faut reconnaître que sur le papier, l'idée est excellente. Voici un mari dont on peut légitimement espérer qu'il ne rechignera pas trop à devoir porter des cornes. Condé accepte, non sans réticence, mais la riche pension royale que contient la corbeille de mariage finit par le convaincre. Sur ordre du roi, il entreprend de faire à Charlotte une cour maussade, comprenez sans aucun enthousiasme. Ce projet Condé a été fort bien pensé, mais bien vite, le candidat au mariage s'avère beaucoup moins complaisant que Bassompierre. S'il accepte le principe du mariage, Condé n'a cependant aucune envie de jouer les cocus officiels. Alors, il temporise, il reporte, il hésite même à rompre les fiançailles. Pendant ce temps-là, Henri devient fou, il n'en peut plus d'attendre. Ce mariage doit se faire et sans délai. Il fait accélérer le processus et le jour venu, n'assiste pas aux noces afin d'être discret de noyer le poisson. Le mariage a lieu le 17 mai 1609 au château de Chantilly. Voilà une affaire rondement menée. Enfin, si l'on veut, car la voie n'est pas libre pour autant. Condé tient à l'œil et son roi et son épouse. Du coup, les amoureux ne parviennent pas à se voir. La passion d'Henri IV pour cette fillette devient carrément pathologique, à tel point que lorsque Condé demande à se retirer avec sa femme dans l'un de ses châteaux, ce qui est tout de même parfaitement légitime, Henri IV lui refuse l'autorisation. Il prend le prétexte du prochain mariage de son fils Vendôme, auquel il souhaite voir assister Condé et bien évidemment surtout Charlotte. Il écrit « Votre femme est ma sujette. Je puis lui commander de rester aussi bien qu'à vous. » Condé s'emporte, traite son cousin de tyran. Les choses commencent à s'envenimer. Fort mesquinement, Henri brocarde Condé sur le caractère incertain de ses origines. La mère de Condé a en effet eu autrefois un jeune page pour amant. Et dans la foulée, Henri IV va aller jusqu'à supprimer le versement de sa pension. Et ce n'est qu'un début. Comme Condé pense se tirer d'affaire en partant un peu plus loin, en Picardie, Henri IV se rend sur place. On se croirait dans une cour de récréation. Henri IV a toujours aimé faire des farces et se déguiser. Mais là, pour sa dulcinée, il est prêt à tout. Il se déguise en fauconnier, se cache sous son balcon, tel un Roméo rhumatisant. C'est une furie d'amour, commente un observateur qui précise que le roi de France est incapable de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Il y a quand même la marche du royaume de France, Et c'est bien le problème, car le démon de midi chez un particulier est sans conséquence autre que domestique, mais le roi de France, lui, a charge d'âme et tient entre ses mains le destin de son royaume. Le 17 juin 1609, un mois après leur mariage, Condé emmène sa femme dans son château de Valéry, en Bourgogne. Charlotte est au désespoir. Elle a le sentiment d'être livrée à un époux tyrannique qu'elle n'aime pas et qui ne l'aime pas non plus. De son côté, Henri est accablé et ulcéré d'être privé d'elle. À présent, il exige de Condé qu'il soit présent avec sa femme au mariage de Vendôme qui doit avoir lieu le 7 juillet. Condé obtempère. On ne reconnaissait plus le ver galant. L'amour fou, une envoûtante exaltation, comme il n'en avait peut-être jamais connu, l'avait métamorphosé. Voilà ce qu'écrit Jean-Christian Petit-Fils qui ajoute non sans humour que pour accueillir sa belle, Henri IV
fait une chose tout à fait inédite. Il s'est lavé. Et oui, mesdames, lavé. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Charlotte de Montmorency, dernier amour du roi Henri IV, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée. À bientôt. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Dans ce second épisode, retrouvons le bon roi Henri IV, fou d'amour pour la jeune Charlotte de Montmorency, que son mari, Henri de Bourbon-Condé, a emmené loin de la cour. Un sexagénaire enamouré qui insulte son rival, un mari homosexuel refusant d'être cocufié, une jouvencelle amoureuse d'un roi qui pourrait être son grand-père, une épouse trompée, des scènes de ménage, vous n'êtes pas devant une pièce de boulevard, vous êtes à la cour de France en 1609, un an avant l'assassinat d'Henri IV. Rendu furieux par le départ de sa dulcinée, le roi a traité Condé de bougre. Bougre, c'est ainsi qu'à l'époque on insulte les homosexuels. Bougre, cette fois c'en est trop. Condé décide de sauver son honneur en quittant la France. Il kidnappe sa propre femme et part bride abattue pour Bruxelles, aux Pays-Bas espagnols. Grossière erreur, car un prince du sang, tel que Condé, ne peut en aucun cas quitter le royaume de France sans en avoir avisé le roi. En outre, se réfugier à Bruxelles, en terre espagnole et catholique, c'est pactiser avec l'ennemi, c'est de la provocation. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Henri IV convoque immédiatement ses ministres. Est-il seulement en état de s'en rendre compte? Il convoque ce conseil dans la chambre même où sa femme tente de se reposer un peu, ayant accouché 4 jours auparavant de son 6e enfant. Décidément, avec tout le respect dû à sa majesté, voilà un homme qui perd complètement les pédales. Conciliabule ministériel pour faire le point sur la fuite de l'adolescente dont le roi de France s'est entiché. Que faire? Eh bien, c'est très simple. S'ils hébergent les fuyards et refusent de les livrer, menacez de guerre les gouverneurs des Pays-Bas espagnols, l'archiduc Albert et son épouse l'infante Isabelle. Dans un premier temps, mobilisez la garnison, surveillez la frontière, expédiez auprès de l'archiduc un émissaire qui réclamera le prince au nom du roi. Henri déclare que si on ne lui rend pas Condé, il ira le chercher lui-même à la tête d'une puissante armée. Une lettre est alors rédigée, où Condé est traité d'ennemi du roi et de l'État. Il n'a pourtant fait qu'emmener avec lui sa propre femme. On l'adjure de demander un pardon qui lui sera accordé si il revient. La stratégie de la menace est très mauvaise, car les archiducs des Pays-Bas espagnols, vexés d'être traités ainsi, vont au contraire réserver un accueil exceptionnel à Charlotte et accepter de la garder auprès d'eux. Et ce qui complique encore les choses, c'est qu'Henri IV craint que Flamands et Espagnols ne retiennent le prince de Condé pour soutenir sa candidature au trône de France contre lui, roi de France protestant, donc au regard des Espagnols, hérétique. Mais pendant ce temps-là, il souffre 1000 morts de l'absence de Charlotte. Il continue de correspondre secrètement avec elle, qui est toujours cloîtrée au palais ducal de Bruxelles. Il y aura même une tentative de kidnapping menée par une 12aine d'hommes décidés, mais elle va lamentablement échouer. Menacés par le roi de France, le duc et son épouse sont dans une situation délicate. Ils acceptent de garder Charlotte, mais demandent à Condé de quitter les Pays-Bas. À Milan, où il se rend alors en février 1610, les Espagnols lui proposent de devenir le chef de l'opposition à Henri IV, et ils le poussent à réclamer la couronne. Mais Condé n'en demande pas tant. C'est vrai, il a quitté la France sans en avertir le roi, mais c'est juste qu'il ne voulait pas être le cocu le plus moqué du royaume de France. Tandis que Condé est à Milan et Charlotte à Bruxelles, à Paris, Henri IV
submergé par le chagrin, ne mange plus, ne dort plus, se promène seul des heures durant, perdu, infiniment mélancolique. Il finit par se convaincre que le différend avec les gouverneurs des Pays-Bas est si grave qu'il ne peut plus se résoudre que par l'épée. Il va même demander à sa femme, Marie de Médicis, d'écrire au gouverneur des Pays-Bas pour les supplier de lui renvoyer Charlotte, dont elle aurait impérativement besoin auprès d'elle pour son prochain sacre. Bien sûr, Marie refuse cette demande indécente. Comment demander à sa propre épouse d'aller s'entremettre pour faire revenir la maîtresse de son mari ? Faut-il qu'Henri soit malheureux et perdu pour oser lui demander une chose pareille ? Le comble dans cette histoire, écrit Isabelle des Pays-Bas à son frère le roi d'Espagne, c'est qu'elle-même et son mari sont là à choyer et à cajoler la cause de cette guerre possible et qu'ils sont très mal payés en retour, puisque Charlotte est furieuse d'être retenue prisonnière loin de son bien-aimé, même si ses conditions de détention sont princières. L'archiduchesse Isabelle écrit à son propos « Elle est d'une beauté si vraiment céleste que s'il fallait faire son portrait, c'est en ange qu'il le faudrait faire. Et quand je pense à la figure du galant, je ne puis m'empêcher de rire du motif qui susciterait cette guerre. » L'armée française est sur le pied de guerre. 32 000 hommes sont massés à Châlons en Champagne, ainsi que 5 000 cavaliers. 4 000 Français attendent leurs ordres en Hollande, et une autre armée de 14 000 hommes se prépare en Dauphiné. On en est là, le 30 avril 1610. Le 8 mai suivant, Henri adresse un ultimatum à l'archiduc. Le 14, il est assassiné par Ravaillac. Les historiens ont formulé des quantités d'hypothèses sur l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac le 14 mai 1610. Ils ont incriminé les Espagnols, les Jésuites, évoqué des complicités au plus haut niveau dans l'entourage même du roi. On a notamment mis en cause le duc d'Épernon, ancien favori du roi Henri III. L'historien Jean-Christian Petit-Fils, qui a repris toute l'affaire à zéro, en tient pour l'hypothèse Charlotte de Montmorency. Selon lui, l'archiduc des Pays-Bas, Albert de Habsbourg, aurait commandité l'assassinat d'Henri IV, de peur que celui-ci ne vienne à la tête de son armée récupérer Charlotte par la force à Bruxelles. Et de fait, ainsi que je l'ai déjà signalé ici, la menace était bien réelle, puisqu'au moment où Henri IV est assassiné, sa puissante armée est sur le pied de guerre. Et puis, Charlotte ou pas, l'archiduc des Pays-Bas, frère du roi d'Espagne, est un catholique intransigeant, un ennemi de Henri IV. Sous son influence, les Pays-Bas sont devenus un bastion de la réforme catholique et un foyer d'agitation où se retrouvent tous les opposants au règne d'Henri IV, roi protestant, donc hérétique. À force de recherches méticuleuses, Jean-Christian Petit-Fils a pu établir que l'année même où Henri IV est assassiné, le budget destiné aux agents et espions d'Albert, des agents chargés de missions secrètes en France, explose littéralement. Autre fait troublant, aux Pays-Bas espagnols, la nouvelle de la mort du roi de France a été propagée avant même son assassinat. De même, au mois d'avril 1610, un diplomate genevois, Jacob Enjolras, ambassadeur à Paris, signale dans un courrier qu'un tueur parti de Bruxelles doit assassiner le roi de France. Seulement, ce spadassin, cet assassin belge, a été devancé par un exalté à moitié fou, un certain Ravaillac. Ravaillac, justement, il est venu à Paris depuis sa ville natale d'Angoulême, un bastion du catholicisme. Là-bas, Henri IV est le huguenot, le parjure, le renégat, le diable roux de l'Apocalypse. Dans toutes les églises d'Angoulême, on ne parle que de cette catastrophe, la France vendue à un Judas, un menteur, un paillard, un faux converti. Pour Jean-François, âme simple, ces discours furieux se sont imprimés dans son âme d'une façon indélébile.
Progressivement, ce garçon a basculé dans une espèce de mysticisme. Il souffre de migraines, de fièvre, il entend des voix, il a des visions, il voit du feu, sent des odeurs de soufre, aperçoit des hosties qui flottent dans l'air, bref, c'est un déséquilibré, un illuminé, convaincu que Dieu lui parle et lui a assigné une mission, tuer le roi Henri IV. Quand il sera soumis à la question, c'est-à-dire torturé, il jurera à 17 reprises avoir agi seul. Pourtant, à Paris, où il a traîné pendant 3 semaines avant de passer à l'acte, plusieurs témoins, tous frappés par l'étrangeté de son comportement, lui ont parlé. Il va nier les connaître. Qu'il y ait eu parmi eux des individus qui vivaient de l'argent flamand et même une équipe d'assassins est tout à fait possible. Ont-ils poussé Ravaillac à agir à leur place ? Ont-ils entretenu ces lubies meurtrières et l'ont-ils surveillé jusqu'au passage à l'acte ? Ce serait alors à eux que s'adressaient les derniers mots du régicide. On m'a bien trompé quand on m'a voulu persuader que le coup que je ferais serait bien reçu du peuple. Quoi qu'il en soit, Henri IV assassiné, la guerre européenne tant redoutée n'aura finalement pas lieu. Henri IV mort, qu'est donc devenue Charlotte de Montmorency, princesse de Condé ? Eh bien, elle rentre en France où elle retrouve son mari. Ces deux-là finiront même par se rapprocher. De ce mariage mal assorti, qui avait plutôt mal commencé, naîtront 3 enfants, dont l'un des hommes les plus talentueux, les plus brillants, les plus courageux, les plus séduisants de l'histoire de France, puisqu'il s'agit du fameux Grand Condé, cousin du roi Louis XIV. Enfin, avant de nous quitter, ayons tout de même une petite pensée compatissante pour le malheureux Jean-François Ravaillac, qui fut écartelé place de Grève le 27 mai 1610, après avoir subi des tortures atroces. Il est vrai que le crime de régicide était alors considéré comme le plus abominable, le plus grave qui se puisse perpétrer. Eh bien, il y a 12 ans, à l'occasion des 400 ans de la mort d'Henri IV, un magazine a demandé à un psychologue criminologue ce qu'il adviendrait de Jean-François de nos jours. Il a répondu que la médecine moderne établirait chez lui une schizophrénie paranoïde. Le diagnostic de sa pathologie amènerait à conclure en faveur d'une irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il serait hospitalisé d'office dans une unité psychiatrique, sans doute au centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne, pour pouvoir être plus près de ses parents. Autre temps, autre mœurs sans doute. Reste, dans l'éphémère et brûlante histoire d'amour entre Henri IV et Charlotte de Montmorency, une vérité universelle, si cruellement résumée par la Bruyère. C'est une grande difformité de la nature qu'un vieillard amoureux. C'est la fin de ce double épisode consacré au dernier amour d'Henri IV. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai, je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Christophe Davio. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.